Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous ce soir pour ce webinaire au sujet du système éducatif au Royaume-Uni. Je suis Mathilde Kończyński, je suis la tête de liste pour l'Alliance solidaire des Français du Royaume-Uni. Et ce soir, avec mon équipe, on aimerait répondre à vos interrogations sur le système privé, le système public, le système universitaire, toutes les questions qu'on a reçues depuis quelques semaines de votre part, et puis les interrogations communes qu'on a tous. Donc voilà, pour faire ça, je vous laisse avec mes 4 colistiers spécialisés en éducation qui vont se présenter. Béatrice. Merci Mathilde. Donc, je suis Béatrice, je suis enseignante. J'ai travaillé d'abord dans une école anglaise et je suis depuis maintenant 21 ans enseignante au lycée français. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis enseignante de français, espagnol, langue étrangère dans un lycée britannique dans le Quinte. Bonjour, je me présente, je m'appelle Géraldine Dufour, je travaille en Angleterre dans le milieu universitaire depuis une vingtaine d'années. J'étais chef du service de psychothérapie de l'université. Bonjour, je suis Frédéric Boy, je suis professeur à l'université de Swansea. Merci. Alors, donc merci à tous d'être là ce soir. Donc, on vous propose, à partir des questions déjà que l'on a reçues, de vous faire une petite présentation. Et à l'issue de cette présentation, nous pourrons répondre aux différentes questions que vous pouvez poser au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les différents types d'écoles qui existent au Royaume-Uni. On a déjà les écoles publiques. Alors, c'est en fait le système d'État. Public, c'est le mot français. Ce sont les écoles gratuites qui dépendent directement de l'État et qui sont en général sectorisées, un petit peu comme en France, dans le bureau d'habitation. Il y a des écoles primaires et donc on rentre dans ces écoles primaires en général à 4 ans, entre 4 et 5 ans. Et à l'école secondaire, donc après la Year 6, entre 11 et 12 ans. Les écoles secondaires sont dans le système public d'État des Comprehensive Schools. Julie, tu veux expliquer peut-être ? Donc, des comprehensive schools, ça veut dire qu'il n'y a pas de concours d'entrée à l'entrée de l'école. Tout le monde peut y rentrer à partir du moment où on est dans le catchment area, c'est-à-dire l'endroit où on vit. Il n'y a pas de frais de scolarité et souvent, ils dépendent du council où vous vivez en Angleterre. Donc, ils sont gérés localement pour les comprehensive schools. Et les state schools, elles sont financées par le gouvernement également. Elles suivent le programme national, donc le British Curriculum ou English Curriculum. Toujours pas de concours d'entrée et pas de frais de scolarité. C'est des écoles, les deux, qui sont gratuites et qui sont soit financées par le gouvernement, soit par l'autorité locale et qui accueillent normalement les élèves des alentours. Un peu comme le système français finalement. Voilà. Toujours dans les écoles qui sont gratuites, il y a les écoles confessionnelles. Donc ça change un petit peu du système en France puisque ces écoles sont gratuites. Simplement, lorsque vous y rentrez, vous avez un dossier à faire dans votre bureau ou votre council d'habitation, mais vous avez également à remplir des critères qui sont en fait une pratique donc d'une religion qui vous permet, donc ça, ce sont d'autres critères qui sont propres à l'école ou à l'administration religieuse. Et on va vous demander, par exemple, si vous avez été baptisé pour entrer dans les écoles. Les principales, donc ce sont des écoles de Church of England ou des écoles catholiques. Voilà. Et c'est des écoles qui sont non payantes, mais qui sont en priorité réservées à des gens qui sont de la confession de l'école. Un autre type d'école assez récent, qui date de 2010, sont les free schools. Alors, les free schools, elles sont financées par le gouvernement, mais elles peuvent être également sponsorisées, donc par soit
une entreprise locale ou une université. Il y a pas mal d'universités qui sponsorisent les free schools et ça leur permet d'avoir une seconde source de revenus sur l'école. Elles peuvent choisir quel programme peut être enseigné. Elles ne sont pas obligatoirement obligées de suivre le programme English Curriculum. Elles peuvent décider de choisir des curriculums différents à partir du moment où ça rentre dans le cadre de ce qui est demandé par le Department of Education. Voilà. Oui, elles peuvent choisir quel programme est enseigné et leur examen à la fin également. Alors, les grammar schools, ensuite, je vais passer assez vite parce qu'il y en a de moins en moins. C'est pourtant les écoles les plus anciennes en Angleterre, sont en fait des collèges dans lesquels on rentre avec un concours donc d'11+, donc 11+, c'est-à-dire à peu près à 11 ans. Hein. Et il y en a quasiment plus à Londres. Il en reste un petit peu dans certaines parties du Royaume-Uni. Ce sont également des écoles gratuites, mais par contre, vous rentrez donc à partir de cet examen. Donc, il y a une sélection académique pour rentrer dans ces écoles. Ensuite, il y a tout le système privé que je vais développer un petit peu après. Donc, celles qu'on appelle en fait en Angleterre les public schools, qui sont en fait des écoles indépendantes. Toutes ces écoles, en fait, sont inspectées par 2 institutions. Alors, si vous vous renseignez sur une école, il faut vraiment regarder les rapports qui sont faits, soit par l'Ofsted, ce sont pour les écoles publiques, d'accord, où vous allez avoir, en fait, la notation de l'école, les derniers rapports qui ont été faits dessus. Voilà. Oui, il faut savoir que l'Ofsted fait 4 niveaux d'inspection. Outstanding, et dans ces cas-là, ils vont inspecter l'école très peu, à peu près tous les 7 à 10 ans. Ensuite, on va être à good, où là, l'inspection va arriver à peu près tous les 5 ans. Ensuite, on va être à un niveau qui s'appelle require improvement, où ça veut dire que l'école a besoin de faire plus ou mieux. Et ensuite, le dernier niveau, l'école est avec un avenir incertain finalement. Et l'IIC pour Independent School Inspectorate, c'est un peu le même système, mais ils ont 4 niveaux. Ils ont toujours 4 niveaux, mais qui ne portent pas le même nom. Ils inspectent à la fois le côté académique, à la fois les proviseurs et le corps du proviseur et des proviseurs adjoints. Et ils inspectent aussi ce qu'on appelle le pastoral, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va être... en France, ça va tout ce qui va être géré par le CPE, par exemple. Ici, ça s'appelle les Head of Years, donc tout ce qui va être en parallèle de l'académique. Et donc, ça, c'est des critères qui sont donnés par Ofsted et l'ISI. ISI, pardon. Et pour l'Écosse, du coup, on a un système scolaire complètement différent, c'est-à-dire que l'année d'entrée n'est pas... Le nom des années n'est pas le même, le nom des examens n'est pas le même, ils ne passent pas les examens au même moment que les autres élèves anglais. Tout est différent. Même les professeurs qui ont diplômé depuis une université anglaise n'ont pas toujours la possibilité de travailler dans des écoles en Écosse parce que tout est vraiment différent. Voilà, on peut passer à la... Très bien. Alors, le cursus, donc l'organisation de la scolarité, parce que je vois qu'il y a déjà des questions dessus. Alors, la première chose à savoir, c'est que en fait, j'ai mis l'année scolaire, je ne savais pas très bien comment expliquer, c'est que en fait, lorsque vous rentrez dans une année, en France, c'est de janvier à décembre. Au Royaume-Uni, c'est du 1er septembre au 31 août. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes au mois d'août, vous êtes très jeune dans la classe, vous êtes dans les plus jeunes, alors que si vous êtes au mois de septembre, octobre, novembre, en fait, vous êtes dans les plus âgés de la classe. C'est important à noter parce que lorsque les enfants passent d'un système à l'autre, du système français au système anglais ou dans l'autre sens, ils peuvent se retrouver dans une classe au-dessus ou une classe en dessous. Donc, c'est quelque chose auquel il faut quand même faire attention si on souhaite que les enfants changent de système. Voilà. Donc, on rentre en reception. La nursery, ça correspond à la maternelle. L'année des 5 ans. Donc,
En fait, c'est pas dès 5 ans, j'ai fait une petite faute, peut-être c'était DES, parce qu'en fait, c'est l'année entre le 1er septembre et le 31 août où l'enfant aura 5 ans. Donc si, par exemple, on va avoir ses 5 ans le 31 août, on va rentrer le 1er septembre d'avant. Voilà, donc on peut commencer l'école finalement si on est des mois de l'été à 4 ans, en fait. Voilà, donc on peut commencer l'école assez jeune, ce qui ça est assez différent de ce que l'on fait en France. Donc reception, l'école primaire va jusqu'à la year 6 et durant le primaire, il y a 2 années pendant lesquelles il y a des SATs qui sont des examens qui sont en fait pour mesurer le niveau, hein, donc en year 2 et en year 6. Donc, en général, il y a trois matières. Voilà. Et donc, les enfants sont évalués 2 fois dans leur parcours. Ensuite, je te laisse, Julie, pour le GCF. Je voulais rajouter quelque chose sur la nursery. La nursery, l'enfant qui a 3 ans ou l'enfant qui a 4 ans est éligible, selon les revenus des parents, à 30 ou 15 heures d'école gratuite dans les nurseries. C'est très important de le souligner parce qu'il y a très peu de childcare gratuite jusqu'à 3 ans. Mais à partir de 3 ans, c'est possible d'avoir un funding de 30 heures ou de 15 heures par semaine pour les enfants. Et ensuite, à partir du moment où ils commencent l'école primaire, l'école devient gratuite. Les SATs en année 6, c'est très important quand les élèves le passent parce que ça va complètement moduler les notes qui vont les amener jusqu'au GCSE. Et les GCSE, c'est en année 11. Année 11, pour nous, ce serait la seconde, mais finalement, les élèves ont l'âge des élèves de 3e en France, donc ça revient à peu près au même. Donc, quand ils démarrent le secondaire, après l'année 6, ils font l'année 7, 8 et 9, c'est le cycle 3 chez nous. Il n'y a pas de diplôme à la fin du cycle 3, mais au début de l'année 10 et 11, ils passent au cycle 4, qui est Stage 4. Et là, ils vont choisir leur matière pour passer le GCSE. Alors, au GCSE, on a 3 matières obligatoires, les core subjects, qui sont l'anglais, littéraire et langagier, donc le français pour nous en France, les maths et 2 sciences. Donc, sur les 3 matières de sciences, biologie, physique et chimie, il faut qu'ils en choisissent 2 obligatoires. Et après ces 3 matières qui ont été core subjects, ils peuvent choisir jusqu'à 5 autres matières, ça dépend des écoles. Dans la mienne, par exemple, ils en choisissent 4. Et ça peut être à peu près toutes les matières qu'ils souhaitent, à partir du moment où ils en choisissent 4 autres. S'ils choisissent la 3e science, ça va se refusionner avec le core subject science avant et ça va changer, ça va plus s'appeler double science, mais triple science. Il y a certaines écoles, et c'est très important pour les enfants qui souhaitent revenir dans le système européen par la suite, qui pratiquent le English Baccalaureate. Ça s'appelle EBAC, E-B-A-C-C. Et ça vous permet de choisir des matières pour votre GCSE qui va ressembler à un diplôme européen de type français ou espagnol, par exemple. Et donc, il va y avoir toujours ces core subjects, les 3, donc l'anglais, maths et les sciences, mais ils vont vous demander de prendre une langue étrangère, les langues étrangères n'étant pas obligatoires en Angleterre à partir de l'année 10. Donc, beaucoup d'élèves décident d'arrêter de faire des langues étrangères à partir de l'année 10, mais si vous faites le e-baccalaureate, vous pouvez choisir une langue étrangère, ils vont choisir une matière d'humanité. Donc, humanité, c'est histoire, géographie ou religion. Et ils vont faire du sport. Et ça va ressembler énormément au baccalauréat français. Donc, si vous, après, vous revenez dans le système, ça permettra d'avoir des références qui sont plus connues pour le système français. Ça, c'est jusqu'à 16 ans, donc ils passent leur GCSE. Les GCSE ne sont pas notés comme on a l'habitude de le voir en France, c'est des grades. Et les grades vont de 1 à 9. Grade 1, 2, 3, c'est un fail, c'est le concours, le diplôme n'est pas passé. 4, 5, 6, on va être sur Foundation et 6, 7, 8, on va être sur Higher. Tous les JCSI ou 90% des matières au JCSI proposent 2 examens, c'est-à-dire que si vous souhaitez passer le Foundation, vous n'allez avoir une note équivalente qu'à un 14 sur 20. Ce sera la plus haute note possible que vous pouvez avoir, mais le diplôme sera plus simple, c'est-à-dire que vous aurez plus de chances de réussir ces notes-là.
Si vous faites un higher paper, vous pouvez aller jusqu'au grade 9, qui équivaut à notre 20 sur 20. Par contre, la note la moins bonne sera 12 sur 20, l'équivalent de notre 12 sur 20 en fait. Donc, il faut vraiment choisir son GCSE et voir ce que le professeur recommande à l'élève en fait, et pour avoir la meilleure note possible finalement. Sachant que les notes du GCSE sont conditionnées en avance par rapport aux SATs qu'ils ont passés en année 6. Donc, on explique aux élèves que par rapport aux SATs qu'ils ont passés en année 6, s'ils continuent à travailler comme ils ont travaillé de manière régulière et avec un effort régulier, ils auront tel grade à leur GCSE. Donc, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Voilà. Merci Julie, parce qu'il y avait cette question justement, le lien entre les SATs de Year 6 et les GCSE. Ça s'appelle des target grades. Donc, tous les élèves du système britannique connaissent leurs target grades. Les target grades, donc c'est des notes cibles finalement. Tous les professeurs vont leur dire au début de leur année 7 quel sera leur target grade. Le target grade peut changer pendant les 5 ans jusqu'au GCSE, il n'y a aucun problème. Normalement, il change à la fin de l'année 9 quand ils choisissent leur option. Et donc, les professeurs décident si, oui, il fait beaucoup mieux que ce qu'il faisait au primaire, et dans ces cas-là, on va augmenter la note cible, ou ils font moins bien, et dans ces cas-là, on va redescendre un peu la note cible. On peut pas faire ça on ne peut pas monter ou descendre de plus de 1 ou 2 grades, mais c'est modifiable. Et pareil pour A-Level. Et A-Level, on a donc 4 grades possibles, A star, A, B ou C. Donc, les A-Level, ils en choisissent 3 ou 4. Soit c'est des A-Level générales, et dans ces cas-là, ils valent 1 A-Level. Soit ils décident de prendre des matières un peu plus technologiques, du style engineering ou STEM. Et dans ces cas-là, engineering, par exemple, ça vaut 2 A-Level, et ça s'appelle un BTech, Baccalaureate Technology, un peu comme nos bacs technologiques en France. Ouais. A-Level, c'est sur 2 ans. Il y a 3 types d'examens. Il peut y avoir des coursework qui ressemblent à notre contrôle continu en France. Il peut y avoir des final examination où ils s'assoient et ils passent un examen, ou alors un peu des deux et c'est pondéré différemment selon des coefficients en fait. Voilà. Donc ça nous amène sur les 7 ans des secondary school. Tous les lycées du Royaume-Uni, donc n'importe quel établissement secondaire, n'a pas forcément un Sixth Form Center pour les A-Level. Et pareil, un Sixth Form Center peut être tout seul. On n'est pas obligé d'avoir les années précédentes. Donc, il faut se renseigner surtout sur les offres et ce que les enfants veulent faire à l'université par la suite. Alors, j'ai rajouté un petit examen après qui était les 11+. Donc ça, c'est un examen pour rentrer. On a dit tout à l'heure, pour rentrer dans une comprehensive school, donc l'école secondaire, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit en fait confessionnelle, il n'y a pas d'examen. Hein. Par contre, pour rentrer dans les écoles donc privées ou les grammar schools, il y a un examen qui est soit à 11 ans, donc à la fin du primaire, soit je vais le montrer peut-être sur la page d'après. Là, voilà, dans le système privé. Hein. Alors, pour les Français, il y a cette petite différence, c'est qu'on appelle en anglais les public schools. En fait, ce sont les écoles indépendantes, c'est-à-dire les écoles qui ne reçoivent pas d'argent de l'État. C'est un système qui est très cher, beaucoup plus cher que le système privé en France. Hein. Donc, dans ce type d'école, donc on y rentre. En général, donc on appelle les écoles primaires les prep schools, qui vont normalement jusqu'à 13 ans. Et ensuite, les public schools, c'est l'école secondaire. Mais donc, en général, pour les filles, c'est à 11 ans, et pour les garçons, donc c'est plutôt à 13 ans. Après, chaque école privée, en fait, est différente. Donc, c'est difficile, mais c'est pour vous donner une petite idée. Dans ces écoles, ensuite, il y a des day schools, c'est-à-dire des écoles où on va chaque jour, et des boarding schools, où, en fait, on est comme dans un pensionnat. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très juste que je rajoute, c'est qu'il y a des grammar schools qui sont devenues en fait des écoles aussi également payantes, hein, et donc qui font partie maintenant du système privé.
C'est juste qu'elles n'ont pas la même indépendance, en fait, que les public schools. Donc, voilà pour le système privé. On passe à la suivante. Donc, on a déjà rapidement parlé de ça, donc je vais passer très vite. Les K-Stage 1 et 2 au primaire, le secondaire avec à la fin les GCSE de K-Stage 4, la Sixth Form, donc les 2 dernières années, qui sont les A-Level. Juste une petite chose importante quand même pour toujours les transitions qui peuvent exister entre le système français et anglais. Le système anglais des A-Level se fait vraiment sur 2 ans. C'est-à-dire que si jamais vous décidez, vous avez passé votre bac français et vous vous dites, bah, tiens, je voudrais passer des A-Levels, vous êtes obligé de reprendre les 2 ans. D'accord? C'est un cursus vraiment qui se fait sur les 2 ans. Ce qui est en train de se passer un petit peu pour le bac dans le système français avec la réforme. Voilà. On peut passer à la suite. Ça, je l'ai expliqué aussi. Alors, oui, finalement, on l'a fait. Donc, je n'ai pas parlé des exam boards, je vais revenir sur ça. La différence sur le système anglais et le système français, c'est que le système français, les examens sont imprimés par les imprimeries nationales de France. En Angleterre, vous avez la possibilité de choisir entre 4 exam boards, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui préparent les examens en avance. Donc, si vous avez un enfant qui va changer d'école en milieu d'année, par exemple, ou en milieu de cursus, c'est important d'aller dans une école où l'exam board est le même, en fait, parce que le programme pourrait changer. Ou en langue, par exemple, ce n'est pas les mêmes modules si on choisit AQA, qui est un exam board, ou Edexcel, qui est un autre exam board. Ce n'est pas très grave si l'exam board change entre les GCSE et les A-Level. Donc, si un GCSE est fait avec un exam board et dans la même école, les A-Levels sont faits avec un autre exam board, ça n'a pas d'importance. Mais si votre enfant fait son année 10 et que pour une raison quelconque, vous déménagez dans un autre établissement et l'année 10, ils ont fait AQA, mais que l'année 11, ils vont faire Edexcel ou un autre exam board, ça peut être problématique parce que les examens diffèrent un tout petit peu. Les compétences de l'examen ne diffèrent pas. C'est le National Curriculum, c'est défini par le Department for Education, donc ça ne changera pas. Mais l'examen en lui-même et la façon dont les examens sont faits peut différer. Ça, c'est très différent de la France. Ça vous permet également, si vous avez votre enfant dans le système britannique et qu'il souhaite passer un diplôme en français, par exemple, de choisir l'exam board de votre choix et de faire passer votre enfant dans une école de votre choix sur un diplôme extra, si vous voulez, en plus. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à noter parce que ce n'est pas un seul examen partout en Angleterre. C'est 4 différents possibles. Voilà, merci. On va passer au système universitaire. Juste, on voit bien les questions, c'est super parce qu'il y a déjà des gens qui répondent sur les tarifs, tout ça, et les réponses sont tout à fait justes. Voilà, on les regarde et on les reprendra, les questions, si on a le temps, après la présentation. On y va pour la suite? Voilà. Géraldine, c'est bon? Oui, merci. Donc, quand on voit au Royaume-Uni, il y a 4 systèmes différents qui dépendent de chaque pays. En Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et l'Irlande du Nord, il y a des systèmes différents. Il y a aussi des systèmes d'universités qui sont différents. Donc, par exemple, il y a des universités de recherche. Elles s'appellent les Russell Group et il y a des universités qui s'appellent les Red Brick. Donc, chaque université va avoir un cursus différent aussi. Et on vous a mis un lien là sur la fiche qu'on avait fait pour l'ASFE sur les études universitaires au Royaume-Uni. Il y a aussi des informations, vous pouvez voir les prix pour les études. Donc, si vous êtes des étudiants qui veulent venir en Grande-Bretagne pour faire des études du cycle supérieur, il faut regarder les informations. La grosse différence depuis Brexit, c'est que les étudiants, les frais universitaires des étudiants passent ce qui s'appelle le home fee, donc ce que paient les Britanniques, au overseas fee, qui est beaucoup plus important. Mais ça change, par exemple, pour l'Écosse. Donc, il faut vraiment regarder le lien et après se renseigner dans chaque université, car certaines universités auront des bourses spécifiques en fonction des cours ou du niveau
d'études que vous avez. Certains étudiants ont vraiment des niveaux très brillants et là, ils peuvent avoir grâce à quelques bourses. Donc, quand on voit par exemple au Pays de Galles, il y a aussi un système qui est différent. Ils ont reproduit un système qui est l'équivalent d'Erasmus, donc où les étudiants peuvent accéder aux frais de scolarité qui sont équivalents de ceux que payent les Gallois quand ils font leurs études. Et il y a aussi un autre programme d'échange qui s'appelle le programme Turing. Donc, si vous regardez sur le lien qu'on vous a donné, vous verrez des informations. Voilà. Prochaine slide. Je précise que tout ça sera sur le site. Hein. Voilà, pour ceux qui soit ont rejoint en retard, soit ne peuvent pas prendre de notes, tout ça sera accessible donc sur le site de la SFE. Donc, bonsoir. Géraldine a beaucoup parlé de la fiche qu'on a réalisée tous les deux il y a quelques semaines. Vous avez énormément d'informations sur ça, car il faut vraiment comprendre qu'en Grande-Bretagne, les universités sont indépendantes. Elles sont certes contrôlées par l'État, mais elles sont indépendantes. Donc, avec Brexit, elles ont toutes développé, enfin beaucoup ont développé des bursaries ou des annulations de frais d'inscription qui peuvent être extrêmement importantes. Il faut que vous imaginiez que pour les Britanniques, une année universitaire coûte 9 000 livres. C'est un prêt de l'État, c'est un peu particulier, mais coûte à peu près 9 000 livres. Les fees internationales, elles, vont être au niveau de 12-15 000 livres. Ça dépend des universités. Mais les bourses que vont offrir une université ou une autre peuvent être de 7 ou 8 000 livres. Ça dépend vraiment de l'université. Donc, avant d'appliquer pour une université, il faut que vous vous renseigniez vraiment. Et toutes les universités ont de très bons sites web dans lesquels on vous explique comment appliquer, comment candidater pour certains financements qui peuvent être énormes. Donc, aussi, vous découvrirez qu'il y a que l'équivalent de Parcoursup au Royaume-Uni s'appelle UCAS, UCAS, et c'est le site que vous devez vraiment utiliser pour postuler en ligne et pour choisir les 3 universités dans lesquelles vous pourrez appliquer. Donc, car vous n'avez le droit de 5. Ah, ça a changé, pardon. Moi, j'y suis déjà. Donc, voilà. Écoutez, on attend vos questions. Je peux rajouter quelque chose parce que je vois une question très importante. Oui. Comment, je vais la relire du coup. Est-ce possible d'aller en France pour l'université avec des A-level ou vice versa? Oui. À partir du moment où on a des diplômes anglais qui veulent être reconnus en France ou des diplômes français qui veulent être reconnus au Royaume-Uni, on va utiliser un système européen qui s'appelle le NARIC, N-A-R-I-Q, et qui permet de faire la reconnaissance des diplômes d'un pays à un autre. Je ne sais pas comment ça se passe depuis le Brexit, en revanche, parce que je sais qu'il y a des diplômes qui vont être moins reconnus. Si, ça marche toujours, mais il n'y a pas besoin de le faire pour le Parcoursup. Si c'est ça, en fait, la question, on peut directement… Alors, ce que je ne sais pas, je vais vous le dire dans quelques semaines, puisque ma fille l'a fait avec des A-level, elle a demandé les universités françaises, mais on pouvait tout à fait postuler. Alors, plutôt, ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'il y a des cursus dans lesquels on ne peut pas postuler, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est classe préparatoire, parce qu'en fait, il y a trop de différences. Par contre, dans tout ce qui est l'université, dans les matières universitaires, dans les doubles licences, on peut parfaitement postuler avec son A-level. Voilà. Et à l'époque, quand moi, je suis venue à l'université en Angleterre en 2016, mes diplômes français ont été transférés directement avec le NARIC sur l'équivalent des diplômes anglais. Et maintenant, j'ai mes équivalences que je peux utiliser comme si j'avais passé mes diplômes en Angleterre. Alors, je vois une question très intéressante où justement, et ça va intéresser beaucoup de Français,
La question, c'est anglais ou étranger. Le critère est-il la nationalité ou la résidence fiscale? Ça va être compliqué et ça fait l'objet de débats très importants. Par exemple, pour l'Écosse, il y a un système très complexe qui permet de déterminer si un ado qui veut rentrer à l'université est écossais ou non. Car là, l'enjeu est énorme. C'est soit les frais d'université sont de l'ordre de 1000 livres, soit ils sont de l'ordre de 9000 livres. Donc, il y a des critères très importants qui sont en train d'être redéfinis. On est dans un paysage qui est changeant en ce moment suite à Brexit. Il faut attendre un tout petit peu. Il faut se renseigner tout le temps sur les sites des universités afin de savoir quels sont les critères appliqués. Voilà. Alors, il y a une question aussi là dans les chats à laquelle je peux répondre. Quelqu'un demandait comment on fait pour rentrer dans les universités de haut niveau telles qu'Oxbridge et Imperial. Alors déjà, Oxbridge et Imperial vont avoir des systèmes d'entrée complètement différents. Pour les entrées à ce qu'on appelle Oxbridge, donc Oxford et Cambridge, certains devront passer des examens, ce sera par rapport aux notes, et il y a aussi des entretiens à faire. Donc le mieux vraiment, c'est de regarder sur les sites internet d'Oxford et de Cambridge pour voir, et ça va changer pour chaque cours. Par exemple, les gens qui vont faire des études de médecine vont avoir des systèmes d'entrée qui vont être complètement différents, par exemple ceux qui vont faire l'anglais. Donc vraiment, on ne peut pas généraliser quand on dit ça. Non, Voilà. c'est vrai, si je peux quand même dire quelque chose qui est vrai, c'est que dans ces examens qu'ils passent, si on est dans le système français, donc c'est juste pour Oxbridge, parce que pour les autres universités, en fait, il n'y a pas d'examen. Pour Imperial, il n'y en a pas, c'est que sur les notes. Donc, par Imperial, ça pose très peu de problèmes. Ce qui est vrai, c'est que les élèves du lycée français qui postulent pour Oxbridge, ils ont une préparation supplémentaire, probablement plus importante, parce qu'en fait, ils ont une petite différence dans leur programme aussi. Et donc, ils ont un examen et ils ont un interview, un entretien qui n'est pas forcément sur un programme qu'ils font pendant leur année de terminale. Donc, c'est vrai que ça rajoute un travail supplémentaire pour Oxbridge quand on est au lycée. Voilà. Normalement, au lycée, en l'occurrence, il y a une préparation normalement pour ça. C'est très important que les élèves français qui vont dans des écoles britanniques ou des écoles privées britanniques, toutes les écoles ont ce qu'on appelle un Head of Sixth Form, un Sixth Form Coordinator. Et c'est eux qui s'occupent de vérifier l'inscription à UCAS, c'est eux qui s'occupent d'écrire les références, c'est eux qui s'occupent de faire toute la coordination universitaire. Et c'est eux qui ont les connaissances les plus pointues finalement sur le parcours des élèves et qu'est-ce qu'ils peuvent être amenés à faire après les A-level. Donc, si ça sera les personnes à qui il faudra poser les questions et eux seront à même de répondre. C'est leur métier finalement. Ils sont formés pour ça. Juste, il y a quelques questions sur les examens qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre. Alors, par exemple, si vous êtes français et que vous êtes au collège, enfin en Angleterre, vous pouvez passer, par exemple, votre GCSE de français. Tu es d'accord, Julie, avant. Voilà. Oui, une année avant. Vous pouvez au lycée passer également certains GCSE. En général, ils passent l'anglais et parfois des langues étrangères. Pour le reste, c'est quand même compliqué parce que quand on est dans le système français, il y a déjà tout un programme. Et donc, pour les enfants, c'est compliqué de passer les examens anglais en plus. Oui. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent pour l'année de GCSE parce que, dépendamment de l'âge, étant donné qu'ils ne calculent pas l'âge de la même façon, les élèves qui viennent de passer leur GCSE en Angleterre vont se retrouver une année en retard par rapport à l'année qu'ils ont laissée en partant finalement. Donc, on va se retrouver avec soit des élèves qui sont partis trop tôt et qui vont devoir redoubler, soit des élèves qui vont se retrouver derrière par rapport à la France, en fait. C'est là où il faut vraiment bien calculer si on veut être dans les deux systèmes éducatifs, à quel moment partir et à quel moment revenir finalement. Oui, vas-y.
Non, il y a quelques questions sur le niveau. Bon, c'est assez compliqué d'évaluer le niveau des. Est-ce que tel parcours, au bout de tel parcours, on a un meilleur niveau qu'un autre? Pour l'accès à l'université, je sais que pendant longtemps, c'est vrai que les écoles privées et les public schools heu, avaient, plus facilement des places dans les grandes universités. C'est en train de changer. Cette année, pour, la première fois, c'est une école, une state school, enfin une comprehensive school, qui a eu davantage de places à Oxbridge que Eton, justement, parce qu'il y a une volonté des universités, justement, de rééquilibrer un petit peu, le système, enfin l'arrivée des étudiants du système scolaire britannique. Et après, les state schools, ça dépend vraiment où les gens habitent. Il y a des state schools Oui. qui sont de niveau très élevé. Et moi, je vois, j'habite à Cambridge, par exemple. La state school qu'on a, elle est très difficile d'y rentrer. Et ils ont des très bons résultats pour les A-level et après pour rentrer dans les universités. Donc, Il y c'est a, vraiment… il y a beaucoup de state schools qui ont des résultats tout à fait honorables à la fin de A-level parce que soit leur équipe académique a mis en place des mesures innovantes, soit il y a quelque chose qui se passe dans le système anglais qui est peut-être moins visible sur le système français, c'est que les écoles secondaires anglaises ont énormément de marge de manœuvre et prennent leurs propres décisions. C'est-à-dire que, à part Ofsted qui inspecte, rien d'autre n'a. Il y a les funding, bien sûr, les financements du gouvernement, mais elles ont énormément de marge de manœuvre. Donc, si elles décident d'une année sur l'autre de changer complètement leur politique éducative, elles peuvent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, ça leur permet d'innover en matière d'éducation et d'atteindre des objectifs. De résultats d'élèves qui vont leur permettre d'accéder à soit le Russell Group, soit Oxbridge, ou ce genre d'université en fait. Il y a quelqu'un qui me pose une question sur le parcours technique, l'équivalent entre les CAP et les BEP. Donc, alors ça, c'est possible après le GCSE. Donc, tous les élèves des écoles donc équivalent public, State School Comprehensive, doivent aller jusqu'au niveau GCSE. Donc, ça serait la fin de la seconde pour nous. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent décider de partir en apprenticeship ou en college ou de partir en A-level. Mais donc, ils ont cette option-là à partir de 16 ans. L'école étant obligatoire en Angleterre jusqu'à 18 ans, ils doivent rester scolarisés jusqu'à 18 ans révolus, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient 19 ans pour quitter le système scolaire. Ou ils peuvent être en apprentissage, mais ils sont dans un système où ils apprennent. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc voilà. Juste l'Ofsted, ça mesure pas tout à fait le niveau des enfants. C'est pas parce que vous avez outstanding, parce que ça mesure, par exemple, la progression, tout ça. Mais ça mesure des tas d'autres choses. Donc je suis pas sûre que ça soit le critère le mieux pour le niveau en fait d'une école. Les lycées qui ont des bons résultats vont mettre en avant leurs résultats. Ça, c'est sûr et certain. Sur leur site internet, vous allez avoir tant de résultats. Alors, normalement, ils le mesurent en ratio par rapport à ce qu'on appelle le national average. Donc, on est 30% au-dessus du national average. Donc, on peut être 10% au-dessus. Donc, la moyenne de tous les lycées du Royaume-Uni sur ce sujet, comment nos élèves dans nos lycées ont fait par rapport à cette moyenne-là, en fait. Donc, s'ils ne font pas de pub par rapport à ça, c'est que soit il faut leur demander, ils peuvent vous donner les résultats, soit ils ont décidé de ne pas le publier pour diverses raisons. Voilà. Juste pour les SATs de Year 2, celles de Year 2 ne sont pas prises en compte. Celles de Year 6 sont prises en compte pour les prédictifs de GCSE, mais si les enfants n'en ont pas, parce qu'ils ont rejoint le système après, parce qu'il n'y en avait pas dans l'école, en fait, les professeurs vont utiliser les notes de l'élève pour donner en fait cette note prédictive pour leur GCSE, en fait, pour évaluer. Donc, en fait, s'ils ne les passent pas, c'est pas un problème, ça les handicape pas. C'est juste que ce sera une évaluation par le professeur et non pas, ça rentre pas dans la machine comme les SATs. C'est ça, Julie, tu es d'accord? Oui, c'est ça, oui. Alors, je regarde.
Il y a quelqu'un qui posait une question intéressante en demandant si les niveaux, ce que les gens faisaient quand ils étaient… alors voilà, je vais vous la lire. Vous voulez dire que les notes d'un examen au niveau du CM2, SAT 6, définissent comment un élève sera considéré pendant tout son collège ou son lycée. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Non, je suis pas. Sur Enfin, le je papier, peux me ça peut, corriger, ouais. Julie, mais oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que en fait, les professeurs peuvent tout à fait changer les SATs. Prenons les cas d'un élève qui arriverait nouveau d'un autre pays en year 6. Évidemment, ces SATs en anglais, elles vont pas être très bonnes. Mais en fait, au bout de 2-3 ans, ça va être pris en compte et le professeur peut changer, peut tout à fait changer la note. Ils ont une marge pour pouvoir modifier. Donc, ça fait pas tout. Ce qui est sûr, c'est que le système anglais, si je peux dire par rapport au système français, évalue un petit peu plus tôt les enfants et les 11+. C'est beaucoup plus tôt en France où on commence, il y a le brevet, mais on commence plus tard en fait à passer des examens et à évaluer les élèves. Juste les notes prédictives. Alors ça, oui, ça c'est ici ça. La note prédictive, c'est ce que les professeurs pensent que vous allez avoir à l'examen. Donc, c'est pour les GCSE, mais c'est aussi, par exemple, pour vos A-Level, vous faites votre dossier UCAS, en fait, à partir de votre note prédictive. C'est-à-dire que le professeur dire cet élève va avoir probablement un A ou un A*, donc à son A-Level. Et votre offre universitaire, elle est en fonction, en fait, de cette note prédictive. Ensuite, vous passez l'examen et vous avez le résultat fin août. Et là, soit vous avez eu votre note prédictive et vous pouvez, l'offre de l'université marche, soit vous ne l'avez pas et vous devez prendre une autre université ou demander à l'université si elle vous accepte quand même avec cette note. Oui, c'est en fait sur le bulletin scolaire de fin de trimestre, vous n'allez pas avoir juste la moyenne de l'élève sur le terme qui vient de passer plus une petite phrase. Vous allez avoir ce qu'on appelle un report, comment on appelle ça, la petite écriture sur le côté. Mais en fait, on va dire, nous, si l'élève continue de travailler à ce rythme, on estime qu'à la fin de son examen final en GCSE, il aura tel grade, en fait. On informe toujours les parents du potentiel, de la prédiction du grade que l'élève aura à la fin de son examen. C'est-à-dire que nous, en tant que professeur, moi dans le système comprehensive, on est toujours en permanence en train d'estimer la note que les élèves auront à la fin de leur examen, en fait. À l'examen, la note d'examen. C'est ça, la prédictive, c'est très important voilà. dans le système. Juste, il y a quelques questions sur le lycée. Alors, oui, on peut postuler en prépa après. En fait, avec le bac français, on peut postuler partout. On peut vraiment postuler partout, ça prend du temps, mais en fait, on peut postuler partout en Europe, voilà, sans problème. Et il y a maintenant beaucoup d'universités ici qui connaissent donc le lycée, puisqu'il y a une grande partie des élèves du lycée qui restent à l'université au Royaume-Uni. Voilà. Tu n'avais pas des trucs que tu voulais rajouter, par exemple, sur l'université? Parce que toi, tu participes à la sélection des élèves, les choses comme ça? Non, moi, je ne participe pas à la sélection des élèves, mais par exemple, je sais très bien que le bac français, le bac des élèves français est de très bonne qualité parce que les élèves, nous, on l'aime énormément parce que les élèves qui viennent de France avec le bac ont quelque chose de plus rond, de plus complet. Il n'y a pas seulement quelques A-levels, il n'y a pas seulement 3 A-levels, mais on a des étudiants qui ont fait des maths et un peu de philo et un peu de physique et un peu de géographie et un peu d'histoire. Quelle que soit la dominante, ça, oui, c'est un plus. C'est un grand plus pour les universités britanniques.
C'est pour ça que c'est intéressant pour les élèves qui vont dans le système anglais de se renseigner si l'école propose le e-baccalaureate ou pas. Parce que le e-baccalaureate ressemble énormément au système français et propose un panel d'options du GCSE qui est beaucoup plus large que seulement 3 ou 4 matières. Parce que le GCSE, on peut se retrouver avec des élèves qui vont être dans le même année scolaire, dans un même lycée. On va avoir des élèves qui vont avoir les 3 matières, les core subjects, les 3 matières obligatoires à chaque fois, mais on peut avoir un élève qui fait histoire, langue vivante et une autre science, comme on peut avoir un élève qui va faire photographie, danse et théâtre. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, pour nous, Français, c'est peut-être des matières qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le bac, à part si on a fait un bac dans une filière un peu artistique ou ce genre de choses. Mais c'est quelque chose, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que 2 élèves de la même cohorte, c'est-à-dire de la même année dans le même lycée, peuvent avoir des matières complètement différentes au niveau de leur GCSE. Juste pour les quelques questions, là, par exemple, je vois Amy par rapport à un changement de système. Peut-être là, si c'est un cas particulier, envoyez un petit message et puis on répondra pour votre cas, là, parce que en fait, tout le monde peut avoir des parcours un petit peu différents. Hein. Juste pour la nursery, non, ça ne change pas vraiment pour le lycée, en fait. Ce qui est vrai quand même, c'est que ça dépend de si les enfants sont à l'école anglaise, s'ils veulent ensuite rejoindre le système français, il faut quand même qu'ils puissent lire et écrire en français. Et parce qu'ils vont aussi passer un examen pour pouvoir entrer au lycée, pour en fait voir leur niveau en français. Donc, si on peut suivre, il y a certaines écoles anglaises de Londres qui proposent d'ailleurs ce suivi du CNED en français, ce qui permet aux enfants ensuite de rejoindre le lycée. Donc, avec l'examen. Mais c'est vrai que plus on attend, plus c'est difficile si on n'a pas fait d'anglais écrit. Dans les écoles secondaires anglaises, en général, il faut faire attention. Julie, tu me dis si je me trompe, mais on ne fait pas forcément de français. Et je crois que chaque école a un peu un système différent parce que je sais que dans l'école de mes enfants, ils tiraient au sort si c'était français ou allemand. Voilà. Dans une autre école, ils faisaient les deux, ils faisaient français et espagnol. Donc, je crois que ça dépend des écoles, mais en général, c'est à partir de la Year 7. Oui, donc ça dépend des écoles. Toutes les écoles proposent une matière linguistique obligatoire jusqu'en année 9. Ça, c'est obligatoire. Après, souvent, on respecte quand même le choix des parents, c'est-à-dire que les parents on leur fait remplir un formulaire au début de l'année. Enfin, dans toutes les écoles où j'ai travaillé, jusque-là, c'était le cas. Donc, j'imagine que ça doit être le cas à peu près partout. On leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école primaire parce que maintenant, les langues vivantes, le MFL, Modern Foreign Language, c'est obligatoire 1 heure par semaine dans l'école primaire. Donc, ceux qui ont fait espagnol ou allemand ou français en école primaire, on va plutôt les mettre dans la langue qu'ils ont fait avant. Mais sinon, c'est soit le nombre. Après, il faut voir aussi quels professeurs peuvent enseigner quoi. S'il y a 2 profs de français, un prof d'espagnol, la répartition des langues vivantes va être un peu différente. Il y a des écoles qui vont avoir des départements de langue qui vont avoir 10, 12 profs et dans ces cas-là, il va y avoir beaucoup de choix possibles et des écoles qui ont 2 professeurs et ça va être français-espagnol. Beaucoup. L'allemand commence malheureusement il y a de moins en moins d'écoles, surtout loin des grandes villes qui proposent l'allemand. Beaucoup d'écoles ont remplacé l'allemand par le chinois, le mandarin. Et après, on est français-espagnol ou espagnol-français, dépendamment. Sachant qu'au Royaume-Uni, tous les profs de langue, ce qui est mon cas, on doit enseigner 2 langues. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. Donc, on a toujours une majeure qu'on va enseigner tout le cursus 3, 4, 5, donc de l'année 7 à l'année 13. Et après, on a une langue mineure que là, on enseigne soit Key Stage 3, Key Stage 4. Mais souvent, on enseigne moins une langue qu'une autre, mais on se doit de proposer les deux. Voilà, rapidement encore les questions sur le lycée. En fait, il faut postuler au lycée. Donc, il y a plusieurs antennes de primaire et après collège et
collèges et lycées sont à South Kensington. Il y a plus de places qu'il n'y en avait. C'est plus facile donc de rentrer maintenant. Pour l'examen, ça commence assez tôt. Simplement, le premier examen, je crois en CE1, pour le CE1 par exemple, ça peut être un examen uniquement à l'oral. C'est-à-dire qu'on voit que l'enfant est quand même capable de comprendre le français. Donc, si on a parlé à son enfant en français, ça suffit. Il y a des élèves qui donc rentrent au lycée au départ sans parler français du tout, mais il faut commencer donc jeune à ce moment-là. Voilà, pour rejoindre, ensuite, je pense que jusqu'en 4e, 3e, pour moi, c'est un peu le maximum. Après, c'est plus difficile si on n'a jamais été dans le système français. Si on a été dans le système français auparavant, en France ou ailleurs, on peut passer quelques années dans le système britannique et revenir après, ça se fait généralement facilement. Il est possible de passer les GCSE et A-Level en candidat libre, oui, absolument. Il y a des Pearson, par exemple, ils ont leur lycée A-Level en ligne où il va y avoir des cours via Zoom ou Teams où ils vont faire des vrais cours avec des vrais profs, comme des cours normaux finalement, où ça va être peut-être 1 ou 2 heures par semaine, le soir souvent. Et vous allez vous inscrire et ils vont vous dire le lycée le plus proche de chez vous où vous pouvez passer l'examen en fait. Vous allez rejoindre les élèves d'un lycée proche de chez vous. Dans ces cas-là, il faut se renseigner auprès de Ofqual. Je vais l'écrire dans le... Et Ofqual, ils vont vous... Ofqual, c'est le parapluie, le chapeau de tous les exam boards en fait. C'est eux qui vérifient la conformité des examens. Et donc, eux vont vous donner la liste de tous les exam boards possibles auxquels vous pouvez vous inscrire pour passer votre GCSE en candidat libre. Je sais que les Français qui vivent au Royaume-Uni souvent choisissent l'espagnol comme langue vivante au lycée et passent le GCSE français en candidat libre. Parce que c'est vrai que le niveau français, même d'un étudiant bilingue ou binational, est très élevé par rapport au niveau moyen d'une classe d'élèves britanniques, finalement. Voilà. Donc, on va terminer parce qu'on a même dépassé un petit peu l'heure. Donc, ce que je vous propose, ceux qui ont des questions qui concernent soit un cas particulier, soit un examen ou une question qu'on n'a pas pu aborder, je vous invite vraiment à mettre votre question donc, sur le site Internet. Vous aurez les informations avec les différents liens également sur le site Internet. Et on donc publiera toutes les réponses, qu'elles soient accessibles donc, à tous. Voilà, je vous remercie. Mathilde, peut-être tu veux rajouter un mot pour clôturer ? Oui, mais en fait, juste pour dire qu'on a noté les questions aussi, donc ne vous inquiétez pas, si vous avez posé les questions ce soir, nous allons y répondre. En fait, on va répondre à toutes les questions, on va juste les anonymiser pour que les noms n'apparaissent pas. Donc, ne vous inquiétez pas, le nom n'apparaîtra pas, mais on répondra à toutes les questions. Merci beaucoup à tous, et puis j'espère que ça a été utile. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, merci à tout le monde, et puis bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.